Monsieur Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Votre reconduction à la tête de la RATP intervient dans un contexte particulier, marqué par des défis sociaux, économiques et environnementaux importants. Contexte dans lequel la poursuite de l'intérêt général et la mission de service public ont plus que jamais un rôle à jouer, aussi bien pour les agents que pour les usagers. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'ouverture à la concurrence qui agit à rebours de la mission même de service public. Pourtant, vous le savez, Monsieur le Président, cette mise en concurrence n'était pas obligatoire. Le règlement européen prévoit en effet que l'ouverture à la concurrence puisse être reportée jusqu'en 2039. Ce même règlement proposait d'ailleurs d'autres pistes, notamment celle de la régie publique, qui n'a hélas même pas été envisagée. Nous le savons, cette ouverture à la concurrence s'est faite dans une grande impréparation. Et ce constat a largement fait consensus. Même Clément Beaune, alors ministre des Transports, l'avait reconnu en disant que le calendrier n'était pas tenable. Aussi, en décembre 2023, dans le rapport du Sénat relatif à la loi portant ouverture à la concurrence, il est mentionné, je cite, « De nombreuses difficultés opérationnelles sont apparues depuis le début du processus de préparation et d'adaptation au régime concurrentiel. » Et pourtant, l'ancienne minorité présidentielle a soigneusement détricoté la PPL de nos collègues GDR visant à minima à reporter l'ouverture à la concurrence en 2028. Je veux insister sur l'impact social très lourd de cette mise en concurrence. Le passage à une logique de compétition est néfaste et l'expérience nous montre que cela se traduit par des suppressions de postes, des conditions de travail dégradées pour les agents et une baisse de la qualité du service public. Cette pression concurrentielle conduit en effet à une course au moins-disant social et à un affaiblissement de la qualité du service rendu aux usagers, notamment dans les quartiers paupérisés où la dépendance au transport public est plus forte et peut aussi être source de discrimination territoriale. En premier lieu, Monsieur Castex, comment pouvez-vous garantir que l'ouverture à la concurrence croissante de la RATP ne se fait pas au détriment des droits sociaux de ses agents et de la qualité de service public rendu à ses usagers? Je tiens aussi à m'attarder sur la question des ressources humaines. Pendant le Covid, la RATP a quasiment arrêté de recruter, engendrant un manque cruel de certains personnels. Vous avez par la suite lancé un grand plan de recrutement en 2023. De façon générale, la RATP est confrontée à une crise d'attractivité mais aussi de pérennisation des embauches. Nous savons que la présidente de région et la direction de la RATP se rejettent mutuellement cette responsabilité. Au bout du compte, je le répète, ce sont les conditions de travail des agents qui s'en trouvent entachées et l'offre de transport pour les usagers qui s'en trouve dégradée. De même, l'arrêt des régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux agents marque une fracture entre anciens et nouveaux employés, tout en fragilisant son attractivité. Aussi, l'accord JOP qui a accordé des primes aux salariés, mais qui variait entre les métiers, pose question sur votre perception du corps social de votre entreprise. Y aurait-il des sous-salariés dans votre entreprise? À la lumière de ces éléments, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que la RATP continuera à remplir son rôle de service public malgré la crise d'attractivité qu'elle traverse? Aussi, comment vous paraît-il envisageable de maintenir une certaine cohésion sociale au sein de la RATP alors même que la structure souffre du manque de main-d'œuvre? Enfin, mon groupe tient à féliciter tous les agents RATP, et ce quel que soit leur métier, pour leur réussite durant la période des JOP et qui ont démontré que dès lors que l'on mettait les moyens humains, financiers et matériels nécessaires, alors le service est de qualité aussi bien pour les usagers que pour les agents. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Vous voyez, madame, vous voulez réviser votre règlement, mais il y a quand même beaucoup de questions qui mériteraient pour essayer de convaincre, de développer beaucoup, parce qu'il y a quand même des sujets majeurs. Bon. D'abord, je termine un peu par la fin, monsieur le député. On a passé des accords pour les JOP, pardonnez-moi de vous le dire, il n'y a jamais eu, que ce soit pour les Jeux ou pas, de sous-salariés, qui ont été des accords très largement approuvés dans la plupart des branches par les organisations syndicales. Et surtout, je le dis parce que je vous signale, mais ça c'est bien là, où on est inapte au dialogue social, on ne sait pas conclure, et quand on conclut, on achète la paix sociale, on est démagogue, etc. Bon, il faut bien naviguer, si je puis dire, au milieu de tout ça. Et la vérité, c'est qu'on a très bien fait de signer cet accord social, et je me réjouis que les organisations syndicales l'aient signé, et écoutez, parce que elles ont consenti, enfin les salariés ont consenti beaucoup d'efforts supplémentaires que je suis prêt à vous détailler pendant les Jeux. Pas simplement, c'était pas la moindre des choses, celui de renoncer à leur congé habituel. Bon, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça a très bien marché parce que tous les salariés, ni les sûrs ni les sous, tout le monde a été présent pendant les Jeux. Personne n'a manqué à l'appel, ni un conducteur, ni un mainteneur, etc. Ça prouve aussi, je le dis, il y a bien sûr l'accord social, leur attachement à leur entreprise et à leur pays. Bon. Donc, le climat social, mais j'allais dire, faudrait que vous interrogiez les organisations syndicales représentatives du groupe.
hein, parce que là, moi, je vous donne ma vision des choses. J'affirme devant cette commission qu'il me semble que le climat social à la RATP aujourd'hui est meilleur que celui que j'ai trouvé. Voilà. J'ai signé de très nombreux accords, y compris certains avec tous les syndicats, monsieur le député, avec tous les syndicats. On n'est pas d'accord sur tout, mais on progresse. Bon, c'est vrai que ces accords, je le dis aussi aux députés, exigeants. Par exemple, au bus, nous avons consenti des augmentations de salaire indispensables pour renforcer l'attractivité du groupe. Autre sujet de votre question, c'est vrai que nous l'avons compensé par la négociation, par une diminution du nombre de jours à RTT. 6, 3 en 2023, 3 en 2024. C'était gagnant-gagnant, parce qu'on regagne aussi de la force au travail, c'est-à-dire, monsieur le député, du service public. L'attractivité, j'y tiens beaucoup. Ce plan de recrutement, je me renvoie la balle avec personne, a très bien marché, comme je dis, a très bien marché. Le meilleur indicateur d'attractivité, c'est le nombre de CV qu'on reçoit. Alors moi, j'ai reporté les chiffres. 2021, 69 142 CV reçus. Je rappelle qu'avant 2019, nous étions sur une moyenne de 60 000 dans les années avant. 69. 2023, 177 879 CV. Et au 30 juillet, nous étions à 169 948. Oui, monsieur le député, je vais être très sincère avec vous. Je craignais que l'intervention du décret portant abrogation du régime spécial de retraite en juillet 2023 entrave, parce que ça s'adresse bien, je le rappelle, Dieu merci, on a retenu la clause dite du grand-père, c'est-à-dire que ça concerne les nouveaux entrants, mais c'est-à-dire ceux dont on parle. Bon. Et je passe ma vie à aller voir ces nouveaux recrutés pour voir ce qu'ils attendent, ce qu'ils cherchent d'un groupe comme la RATP. Ils sont très attachés au service public. Je rappelle que nous faisons une majorité de ces recrutements dans les départements 93 et 94. La RATP est fière d'être une très grande entreprise d'intégration. On donne de la stabilité, de la visibilité à ces gens-là. Je fais le lien avec l'ouverture à la concurrence, sujet qui m'a, vous en doutez, beaucoup occupé. Le législateur a bien fait d'aménager les conditions d'ouverture à la concurrence telles qu'elles étaient initialement prévues. C'était irréaliste. Et il y avait des sujets non réglés, en particulier, monsieur le député, pour les droits des personnels. En particulier, je le rappelle, parce que l'autorité organisatrice avait décidé, en même temps que de mettre en œuvre l'ouverture à la concurrence, vous avez raison, pas par la régie, mais par l'ouverture à la concurrence, de redécouper les lignes et les dépôts. Le résultat des deux était que des gens allait se trouver, même si la RATP se succédait à elle-même, ce que j'en profite pour dire nous espérons vivement, ils auraient été obligés de changer de dépôt et donc peut-être de domicile. Bon, ça c'était inacceptable. Et donc, le législateur a réinstauré le principe du volontariat. Il a bien fait. Avec les organisations syndicales, nous avons revu le décret du transfert. Et pendant, devant le Conseil d'État, le décret, là aussi négocié sur le transfert des droits à la retraite des agents qui vont changer d'employeur. Et la règle que j'ai fixée, nous serons candidats sur tous les lots où nous sommes sortants. Sortants à 100% puisqu'on était en monopole. La règle que j'ai fixée, monsieur le député, dans le contenu des offres, pas de recul social, pas de recul du service public. C'est clair. Je le dis ici, je l'ai dit devant mon corps social, je préfère perdre un lot que l'assurer dans des conditions qui ne correspondent pas aux valeurs cardinales du groupe RATP. Après, la réponse appartient à l'autorité organisatrice, puisque telle est la loi. J'en profite pour rappeler que j'avais demandé ici même, il y a 2 ans, je l'ai refait au Sénat il y a quelques jours, que sur tous les sujets, on gagnerait à avoir un observatoire indépendant sur les conditions de mise en œuvre de l'ouverture à la concurrence. Sur ce sujet, monsieur le député, je vous dis aussi que le climat social interne est paradoxalement bien moins chaud, grâce à tous ces efforts, que je ne l'ai trouvé en 2022. Certaines organisations syndicales, mesdames et messieurs les députés, qui refusaient, on pouvait les comprendre, de discuter de ces sujets au motif qu'elles étaient opposées au principe même de l'ouverture à la concurrence, sont venus autour de la table, parce que je leur ai dit, vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec le principe, mais les modalités sont aussi porteuses d'enjeux importants pour vos mandats. Donc maintenant,
tout le monde est autour de la table. Il y a toujours, évidemment, un certain nombre de désaccords, ça c'est la vie, mais nous avançons. Là où je vous rejoins, c'est que moi je ne suis pas, comment dire, j'ai pas d'opinion a priori. Il faut regarder que le service public, l'efficience, la qualité des prestations ne reculent pas. La mise en concurrence, ça peut être un moyen, ça ne saurait être une finalité. Merci, Monsieur le Premier ministre.